Ce module 3, il a comme ordre du jour finalement un retour sur des erreurs méthodologiques qu'on a pu constater dans vos premières validations et puis leur résolution évidemment, de façon à ce que ça vous aide en V2. Le support là qui est enregistré sera disponible sur le site de la TIH. Donc là, dans ce module, on va rappeler quelques consignes importantes et puis après, on va enchaîner des cas d'anomalies. Alors, évidemment, en respectant un petit peu l'ordre PC, ETP, activité, onglet 3S, onglet 4, onglet 5. Voilà, on fera quelques petits zooms sur des anomalies qu'on rencontre un peu systématiquement dans les traitements, notamment sur les SMT en sous-traitance. Voilà, donc on rappelle quelques consignes. D'abord, on a dans la documentation, enfin dans la plateforme IENC, quand vous vous connectez, vous avez un accès rapide à la documentation de l'ENCMCO 2021. Dont les vidéos d'ailleurs, des vidéos de présentation et les webinaires précédents. Et intégré à cela, vous avez le document de consignes, puisqu'on va vous rappeler quelques consignes, et puis que dans ce document de consignes, il y a énormément de choses, hein. C'est un document qui est assez fourni. Il faut vraiment l'avoir en livre de chevet. Alors, au niveau des premières consignes qu'on voulait vous donner, c'est que, vous savez, l'année dernière, on avait des consignes liées au Covid, crise sanitaire. Et cette année, 2021, hein, puisqu'on est en 2021 pour le NC, il y a eu évidemment une poursuite en MCO de cette crise sanitaire et en tout cas des prises en charge Covid. Mais souvent quand même avec un moins grand nombre de services fermés ou transformés. Pensez bien donc à réviser vos nombres de journées lits d'ouverture et de lits installés dans chaque SAC en 2021 par rapport à 2020. Ça ne devrait pas être exactement la même chose pour beaucoup d'établissements. Ensuite, chaque sac qui du coup était suffixé l'an passé en 90 comme prenant en charge des cas Covid, si ces sacs ne sont plus suffixés en 2021, on ne doit pas les mettre en lien avec votre sac de l'année dernière qui était suffixé en 90, hein. Donc du coup, dans Arcane, dans le paramétrage d'Arcane, pensez bien à ne pas faire de lien avec la SAC suffixée en 90. Si on poursuit, on a maintenant des petites consignes sur le PC. On les avait déjà dans le webinaire 3 de l'année dernière, hein. On vous les redonne parce qu'on a encore des écarts. On n'a pas de TDC qui compare l'onglet PC chargé produit avec vos comptes annuels ou vos comptes Helios. Mais c'est un contrôle évidemment qu'on fait. On prend vos comptes annuels ou financiers et on vient comparer avec le résultat du PC produit moins charge. Donc évidemment que si ce n'est pas le même montant, on va revenir vers vous. Donc faites ce contrôle. Il n'y a pas de contrôle préalable de TDC là-dessus, mais faites bien ce contrôle pour éviter de partir sur une mauvaise base au départ, quoi. Voilà, donc normalement, ça devrait pouvoir être fait dès la V1, ça. On a une petite consigne cette année sur l'imputation des coûts de réalisation de l'ENC qui étaient auparavant imputables en charge non incorporable, mais qui sont depuis cette année à imputer dans une SA dédiée hors étude ENC. Donc, en onglet 2PC, on conserve les charges consommées par l'ENC en charges incorporables
Et puis en onglet 3SA, on impute ces charges, donc c'est les charges de personnel, hein, contrôleur de gestion, etc. On les impute en section hors étude ENC, réalisation de l'ENC. On déclare en onglet ETPR pour chaque catégorie les ETP qui correspondent à ces charges ventilées. Au niveau des produits de subvention ENC, il n'y avait pas de consigne particulière indiquée. On continue à imputer directement ces produits en produits non déductibles comme on le faisait dans les années précédentes. Alors, comme vous avez pu le constater, le fait d'imputer les charges en section hors étude ENC conduit à avoir des clés de LGG, SACG, structure financière et SALP qui sont calculées automatiquement en onglet 7 champs. Puisque effectivement, cette section a des charges brutes et donc et des ETPR, donc ça fait un calcul automatique de charges indirectes. Évidemment, on vous invite à le laisser, hein, ce qui se calcule automatiquement, et évidemment pas rajouter d'autres clés hein, sur les autres LGG, mais bien laisser celle-ci. Au niveau du traitement de la rémunération à l'acte encore, puisqu'en fait c'est une nouvelle consigne. Hein. Auparavant, la rémunération à l'acte, on la transcodait dans un compte 622 300, honoraires des médecins, et puis on l'imputait directement en charge non incorporable pour la part hospitalisée. Cette année, on ne fait plus, et on suivait au séjour évidemment en fichier neuf, hein, autant que faire se peut, et on déclarait aussi en onglet 2 ONO ces charges de rémunération à l'acte, les charges totales, les honoraires totales de rémunération à l'acte, moins ce qui était suivi au séjour, qui venait du coup se déduire. Les charges résiduelles étaient rapportées en onglet 3SA et vont à ventiler sur l'onglet 3SA. On change totalement là la méthodologie, hein, puisque vous avez pu le constater, il y a un compte 648 qui s'appelle rémunération à l'acte, RA, donc qui peut être d'ailleurs pour des PM ou d'autres personnels, PAPS hein, et PI. Là, pour le coup, on n'a évidemment pas de personnel tellement autre que personnel médical en rémunération à l'acte en MCO. On va donc imputer cette rémunération à l'acte dans ce compte 648 dès le PC. Et puis ensuite, on va ventiler en onglet 3SA, en priorité évidemment sur les sacs hein, des séjours concernés, mais on va ventiler directement sur les sacs sans passer par la case charge non incorporable. Donc d'abord en PC, on ampute en 648, et évidemment c'est de la charge incorporable, et ensuite on vient ventiler donc sur les sacs pour les hospitalisés, sur les SA de consulte pour les rémunérations à l'acte qui seraient sur des consultations. Au niveau des soins externes, on aura peut-être quelques ventilations sur les SMT où les actes sont réalisés. Au niveau du suivi au séjour, on continue à le réaliser en fichier 9, type de dépenses 32 à 40. Ensuite, contrairement aux années précédentes, on va déduire comme un suivi au séjour classique, on va dire, en montant, on va déduire en onglet 6CD les montants qui ont été suivis au séjour en fichier 9. Donc, les montants qui sont suivis au séjour en fichier 9 ne sont plus à déclarer en onglet 2 ONO du classeur Arcane, puisque dans l'onglet 2 ONO, vous pouvez constater qu'il n'y a d'ailleurs plus cette rubrique de rémunération à l'acte. Donc, en onglet 2 ONO, on ne déclare plus du tout cela. Donc, on va vous montrer maintenant exactement ce qu'il en est donc, dans le transcodage PC. Vous voyez les comptes, du coup, tout à l'heure je vous ai dit pays, c'est sage-femme que je voulais dire. Donc les comptes 648 PS, PM, SF, PA, RA, rémunération à l'acte. Donc là, vous imputez votre rémunération à l'acte. En onglet 3SA, ces rémunérations à l'acte sont à ventiler sur les sacs. Pour ce qui concerne
les rémunérations à l'acte sur ces jours d'hospitalisé. Et puis, ben, pour les autres, on continue à imputer cette rémunération en 622-300, puis dans les comptes d'ECS notamment. Au niveau de la déduction en onglet 6CD, c'est nouveau, donc il y a une rubrique ERA, rémunération à l'acte, sur lequel on peut déduire sac à sac ce qu'on a suivi au séjour. Voilà. Au niveau du tableau de contrôle 2.1, on a la rubrique qui apparaît en fait dans le 2.1, mais aussi dans le 2.3 sur les taux de suivi au séjour. On a la rubrique qui apparaît. Voilà. On commence avec le cas 1 sur la pertinence des numéros de compte utilisés au PC. On s'est rendu compte qu'effectivement, comme dans le PC, on a des comptes qui sont par nature imputés sur des sections, eh bien, il y a par exemple des comptes de remboursement de frais 754 ou 791, puisque vous pouvez les enregistrer, vos remboursements de frais, dans ces comptes-là, qui sont utilisés quelquefois pour enregistrer des facturations ou des prestations de services. Notamment dans le cadre de groupement, on le voit bien, ou bien dans les CRLCC, c'est souvent le cas. Au PC, ces comptes sont des comptes de produits qui sont normalement traités en produits déductibles, donc produits en atténuation. Ils ne vont pas dans les sections de produits sur activité subsidiaire. Donc évidemment, si vous enregistrez dans ces comptes-là, directement, ça va plutôt se mettre en produits en atténuation et vous ne pourrez pas d'ailleurs les imputer sur les produits d'activité subsidiaire. Alors, par contre, ces comptes, en onglet 3SA, vous pouvez tout à fait les imputer en activité subsidiaire, retraitement des groupements ou autre vente de biens et services. Mais si vous le faites, effectivement, comme ces comptes vont en déduction normalement des postes de charge, on pourrait avoir des postes de charge négatifs. On pourrait avoir aussi en onglet 5, c'est Inde, un taux de marge qui soit incohérent, voire du coup négatif, puisque vous auriez pas de produit, mais des charges que vous déduiriez en onglet C1. Donc, nous, ce qu'on vous préconise, c'est de transcoder les comptes, enfin les prestations ou les refacturations que vous avez, qui seraient enregistrées dans votre balance, dans votre comptabilité en 754 ou en 791 ou en tout autre compte qui est d'abord un compte de produits déductibles, que vous les transcodiez dans un compte d'activité subsidiaire si c'est des prestations d'activité annexe 708.8 par exemple, ou d'autres comptes 708 selon ce que ça concerne. Alors là, on vous montre exactement ce qu'il en est. Donc, ces produits, en fait, si vous les avez imputés en onglet 3SA, en autres ventes de biens et services, en onglet 4, ils vont apparaître en haut de votre onglet pour être déduits sur un poste de charge, sauf que, ben, évidemment, vous allez pouvoir déduire que sur le poste autres dépenses, ce qui va conduire à un total de dépenses nettes négatif et une section même d'autres ventes de biens et services qui va être négative ensuite. Au niveau de l'onglet 5, c'est Inde, eh bien ça va se retrouver puisque vous voyez, vous avez vos produits en atténuation qui vont être inscrits dans la colonne haute vente de biens et services, donc générer des charges nettes négatives, donc des produits en fait, et donc ensuite vous avez une marge qui est finalement un produit et donc qui fait là par exemple 618 726 € positif, donc une marge positive de 194%. Voilà, donc en fait, pour éviter ça,
transcodés dans le PC, dans un compte qui enregistre vraiment des produits d'activité subsidiaire. Encore, une autre, potentielle erreur, par rapport au compte utilisé, souvent le compte 611 peut enregistrer, des interprétations de clichés d'imagerie, notamment, si, vous avez une imagerie interne sans, radiologue, alors, vous sous-traitez, à un praticien externe l'interprétation, de cette imagerie. Les honoraires d'interprétation enregistrés en 611-12 vont donner lieu à, de votre part, potentiellement la création d'une SMT en sous-traitance. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on attend, puisque dans une SMT en sous-traitance, ce qu'on attend, c'est une sous-traitance globale d'un examen et non pas uniquement des honoraires de médecin. Si vous avez ce cas de figure, il faut d'abord en onglet de PC transcoder le compte 611-12 en compte 622-3 honoraire PM pour ne pas biaiser le suivi au séjour de la SMT imagerie, puisque si vous avez un compte 611, on va attendre un suivi au séjour, hein, puisque on est dans un compte de sous-traitance, donc on attend un suivi au séjour, alors que là, vous allez imputer en 622.3 les honoraires de PM, comme si c'était un salaire de radiologue, et en 3SA, vous allez imputer ces honoraires du 622.3 en SMT de radio standard interne, ou une SMT imagerie interne qui n'a pas justement de radiologue interne. Donc, en cela, on va pouvoir intégrer des charges de PM radiologue dans votre coût de SMT de radio standard interne qui n'en avait pas en fait et qui devient par là même identique à une référence qui aurait un coût de PM interne, et ça permet de ne pas biaiser votre suivi au séjour de sous-traitance médicale, puisque vous n'allez pas suivre ces honoraires au séjour, ou si vous les suivez, de toute façon, l'ASMT est inapproprié alors que ça doit être imputé sur l'ASMT interne. Au niveau des ETP, on rentre dans un cas 2 sur les ETP. On a pas mal de LGG SALP qui ont été créés cette année, dont des charges, dont une LGG SALP d'absence longue durée, dont une LGG SALP qui enregistre les ARE. Donc, ce qu'on attend en fait dans ces sections, ce sont des choses un petit peu plus détaillées que ce qu'il y avait avant dans une seule LGG SALP. Cependant, autrefois, sur les années antérieures, on imputait dans cette LGG SALP des absences longue durée sans ETP potentiellement pour les privés, sans ETP déclaré en fait en onglet ETPR, ce qui générait des ratios élevés, mais qui étaient expliqués par cela. Là, quand on impute maintenant dans la LGG SALP CLD, on attend là-dedans qu'on mette les charges résiduelles de salaire avec déduction faite des IJ. Évidemment, on a du coup les charges de salaire qu'on peut verser en résiduel moins les IJ qu'on doit avoir dans cette section, mais parfois sans ETP déclaré pour les privés. Ce qui va conduire à un tableau de contrôle 162 en erreur, puisqu'on a des charges, mais pas d'ETP. Et puis, pour le public, normalement, on devrait avoir des ETP en face. Au niveau des charges de départ à la retraite, les indemnités de départ à la retraite, ou alors toutes les autres indemnités diverses de rupture conventionnelle, de licenciement, etc., on conserve l'imputation des charges en LGG et CLP normale, hors ARE-CLD, et évidemment, on ne déclare pas des ETP pour ces indemnités-là. Au niveau des charges d'ARE, on va imputer dans la LGG dédiée et on n'attend évidemment pas de TP.
puisque, alors c'est évidemment que les publics qui sont concernés, on n'attend pas de TP déclaré en face. Donc là encore, on va forcément avoir un tableau 1.6.2 qui va ressortir en anomalie. Et c'est normal, on va l'expliquer. Le cas de B, c'est une évolution atypique du nombre de TP ou des ratios annuels. Je vous encourage à faire ce petit exercice sur vos tableaux de contrôle 1-6, 3, 4, 5, 6, 7, qui du coup reprend section par section le montant des charges brutes donc par catégorie de personnel entre N et N-1, l'évolution des charges brutes, le nombre de TP déclarés en onglet ETPR en 2021 pour chaque section, et en 2020, l'évolution de ces ETP, l'évolution en pourcentage et les ratios du coup qui résultent donc des montants de charges brutes divisés par le nombre de TP. Donc là, en fait, le but, c'est de regarder l'évolution des ETP, sa cohérence évidemment, parce que quand on a, par exemple, en médecine générale, en 2020, 13,97 ETP, et puis qu'on se retrouve en 2021 avec 2,51 ETP, on a moins 11 ETP. Bon, c'est quand même important comme diminution, donc il faut évidemment le rapprocher avec l'activité qui est générée par cette section, pour voir si effectivement elle a diminué, si on a fait autre chose, etc. Donc on regarde un petit peu la cohérence. Ensuite, on regarde le ratio et l'évolution de ce ratio entre N et N-1. Là, par exemple, on voit que le ratio est bien augmenté, il est pratiquement multiplié par 2. Donc, on attend une explication là-dessus, évidemment, de votre part, puisqu'il peut y avoir une erreur d'imputation des charges sur l'onglet 3SA. Le nombre de TP, en absolu, ça sert à justement voir si il y a des évolutions significatives. Et les ratios, c'est pareil, c'est pas pour le ratio qu'on le regarde, mais c'est évidemment pour voir vos évolutions d'imputation de vos charges sur les sections et leur cohérence. Par exemple, là, en SMT anesthésiologie, on voit qu'il y a une augmentation significative des charges imputées de 71%, alors que les ETP sont quasiment les mêmes entre N et N-1. Et on voit évidemment que le ratio, eh bien, il a la même augmentation, c'est-à-dire 71%. Donc là, évidemment, on va vous demander une explication, il faudra nous la donner parce que c'est interpellant. Et si l'activité est restée la même, le nombre de TP, c'est normal qu'il soit le même, mais alors pourquoi on a des charges qui ont augmenté de 71%? Voilà, pour la LM génie biomédicale, 0 ETP en 2021, alors qu'il y en avait 0,14 en 2020, va nous interpeller évidemment aussi. On attend en MCO comme en SSR de l'ALM génie biomédicale, puisque c'est la maintenance, enfin l'organisation de la maintenance, pas la maintenance elle-même, mais l'organisation de la maintenance des matériels médicaux. Or, dans un établissement sanitaire, évidemment, il y a des matériels médicaux, ne serait-ce que les lits médicalisés. Au niveau des ETP, alors on a au-delà de ces tableaux, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres tableaux. Non, là c'est quoi faire en fait si vous avez des évolutions atypiques. Donc soit en N-1, les charges ou les ETP étaient erronées et l'établissement corrige à juste titre en N. Puisque si en N-1, on s'était trompé, oui, il va y avoir une évolution significative des ratios ou des charges ou des ETP, mais c'est pour la bonne cause. Soit les activités des SA sont modifiées, ce que je vous disais tout à l'heure, de manière significative, et c'est ça qui induit l'évolution d'effectifs. Soit il s'agit d'erreurs d'affectation, en cas d'affectation multiple de personnel sur les sections, et qui n'a pas été reprise correctement en 2021. L'établissement va donc devoir analyser la cause des évolutions, l'expliquer à son superviseur, puis corriger évidemment le cas échéant.
Donc là, on vous montre, mais on va peut-être passer parce que vous le regarderez, hein, le cas de figure d'ailleurs était déjà présenté l'année dernière. Là, on vous montre en fait où est-ce qu'il faut modifier les ETP là où on n'en avait pas avant et où il faut modifier les ETP en 2021 dans le génie biomédical. Donc là, on en a 0 et puis ensuite, ben, on vous demande de corriger. On aborde maintenant le cas 2C avec le traitement de la rémunération des sages-femmes, qui est donc une modification 2021. En PC, les charges de personnel sont enregistrées comme avant, c'est-à-dire en charge de PS ou de PM, hein, comme vous le faisiez avant. Ça dépend dans vos comptes où est-ce que c'est enregistré. Normalement, c'est du PM, hein, les sages-femmes. En 3SA, c'est à ce moment-là que se fait la bascule et donc il suffit que vous enregistriez les charges de sage-femme, évidemment dans la ligne qui suit. Si on est en PM, par exemple, si on a un enregistrement des sages-femmes en PM, on va enregistrer les charges de sage-femme tout de suite en dessous dans les SA concernés. Et ensuite, eh bien, ce montant-là va être automatiquement déduit de la ligne au-dessus. Donc, on les enregistre en sage-femme et du coup, ça fait l'opération en direct, en moins du PM ou du PS, le cas échéant. Donc, c'est bien en onglet 3SA qu'on vient faire cette modification. Au niveau du K3, données d'activité, on avait déjà présenté ces cas-là l'année dernière, mais on revient dessus parce que c'est toujours un souci pour certains établissements. Évidemment, on ne peut pas forcément changer les choses en N, mais quand on a, eh bien là, par exemple, les cas de figure qui sont en rose, alors on peut faire quelque chose pour n plus 1 et du coup, c'est pour ça qu'on a remis ces cas de figure. Donc je vous explique, ces tableaux 4 en fait, 4.1 pour la dialyse, 4.2 pour la radiothérapie, etc., sont des contrôles de rattachement de vos séances sur vos SA de séance. Donc là, on attend qu'une séance de radiothérapie avec un GHM de séance soit rattachée à une SAMT de radiothérapie. Si une séance de radiothérapie est rattachée à une SAC, ce n'est pas correct. Donc, on attend une vérification du parcours, puisque soit cette séance a été rattachée à une SAC pour une raison bien déterminée que vous connaissez et vous êtes capable de nous la décrire, de nous décrire le parcours, soit c'est une anomalie et potentiellement une anomalie double puisque cette séance va être rattachée à une SAC et va donc échapper aux ICR de radiothérapie et donc va avoir un coût moindre en finale. Là, par exemple, on a des séances de radiothérapie rattachées en SAC de chimiothérapie. Donc, on attend évidemment que l'établissement nous explique. On a aussi des séances de préparation à l'irradiation, etc., qui sont rattachées à d'autres SAC. Et évidemment, ce n'est pas énorme, hein, mais autant aller jusqu'au bout et revoir du coup ce parcours et corriger. C'est ce qu'on attend de votre part. Donc, il faut les mettre en concordance ensuite avec les tableaux 4, 11, 4, 12 qui comparent les ICR calculés via les actes avec les ICR déclarés dans votre fichier 3 Aramis qui vient déclarer les ICR de radiothérapie, de dialyse, etc. Donc là, par exemple, non, on va juste, là, par exemple, on voit qu'on a des séances, on a 18 000 séances de radiothérapie et on a 17 000, donc là, c'est un cas de figure d'école, hein, on a 17 095 séances qui n'ont aucun ICR déclaré. Donc là, tout de suite, ça nous fait tilt, ça vous fait tilt
ça veut dire qu'on n'a pas rattaché du coup ces séances correctement, ou on n'a pas déclaré évidemment d'ICR, mais c'est pas le cas puisqu'on voit bien plus loin dans le tableau le nombre d'ICR déclarés dans le fichier Aramis, c'est quasiment le même que celui qui est calculé d'une manière théorique par la TIH. Donc on a un bon taux d'exhaustivité, et si on a un nombre de séances sans ICR, c'est que les séances ont dû être rattachées à la première séance, s'il y en avait plusieurs derrière, d'un patient, donc selon l'IPP du patient, et non pas à chaque séance, avoir rattaché à chaque séance ses propres ICR. Donc ce qui est attendu, c'est que les ICR de chaque séance soient rattachés à chaque séance, évidemment, donc avec l'IEP qui convient pour toutes les séances venues en radiothérapie. Au niveau, juste 2 secondes encore, Nathalie, désolée. Au niveau du taux d'exhaustivité, quand on regarde, on a 69 séjours qui sont passés en fait par une séance de radiothérapie aussi. Et là, dans ces séjours, on en a 3 qui n'ont pas d'ICR déclarés. Alors ça, c'est important parce que ça veut dire que ces séjours vont donc échapper au coût de radiothérapie. Donc, vont être minorés en cela. À moins que ce soit l'inverse, puisqu'on voit là qu'on a plus d'ICR déclarés. C'est qu'il y a peut-être plus d'ICR déclarés sur les 14 autres, et que voilà. Donc en fait, à voir, mais en tout cas, là, vraiment, on peut découvrir le parcours de toutes vos séances et vos séjours de radiothérapie, de dialyse. C'est par ces 2 tableaux de contrôle, les 4.1, 4.11 et 4.2, 4.12 pour la radiothérapie, que vous pouvez tracer en fait les erreurs de déclaration d'ICR ou de parcours. Donc là, on va vous demander évidemment de corriger. Au niveau du tableau de contrôle 4.25, par rapport toujours à cette radiothérapie, compte tenu qu'il y a des séances sans ICR, ces séances sans ICR ne vont pas déclencher la ventilation des coups de LM et de structure sur ces séances-là. Donc, on va se retrouver avec ces séances non seulement qui n'auront pas de coût de radiothérapie, mais aussi pas de coût de LM et pas de coût de structure. C'est pour ça qu'on va vous demander de corriger aussi. Dans le tableau 4.8, on vous l'avait mis parce que l'année dernière, c'était une nouveauté, ces tableaux de contrôle sur l'aphérèse. Et là encore, c'est pareil, on a un tableau 4.8 qui permet de regarder le rattachement des séances d'aphérèse sur les différentes SA. Donc, on attend un rattachement de séances d'aphérèse à une SAMT d'aphérèse. Pourquoi? Parce que si on rattache une séance d'aphérèse à une SAC lambda, eh bien, il va y avoir un problème de valorisation, puisque le coût de l'aphérèse va être totalement édulcoré dans tous les séjours de la SAC, et donc cette séance-là ne sera pas valorisée correctement. Donc, la méthodologie ENC préconise la création d'une SMT d'aphérèse dédiée dans laquelle, évidemment, on va imputer tous les coûts d'aphérèse, et les séances d'aphérèse vont passer et être attachées ou passer via des ICR par cette SMT. Au niveau du tableau 4.10, toujours sur les données d'activité, on vous rappelle le webinaire 1 et le slide 76-77 dans lequel on vous en avait parlé. Donc là, le tableau 4.10, c'est la vérification de plusieurs choses au niveau des ICR. D'abord, un contrôle de paramétrage dans Arcane de la version des ICR.
et du paramétrage de la présence, enfin du fait que le PM soit salarié ou non salarié, puisque ça change évidemment dans la version ICR retenue. Là, le but de ce tableau de contrôle, hein, c'est vraiment de regarder que vous ayez, si vous avez déclaré en onglet DA d'Arcane la bonne version d'ICR et le bon code de PM salarié ou non salarié, il y a de fortes chances que vous ayez aussi pour vos fichiers Aramis pris la bonne version de la bonne table d'ICR pour calculer vos ICR. Donc d'abord là c'est un petit contrôle de cohérence, puis le deuxième contrôle qui est la quatrième colonne de ce tableau de contrôle, résultat du contrôle, ok, quelques atypies où le paramétrage est incorrect, va être un contrôle de cohérence du nombre d'ICR déclarés dans vos fichiers Aramis. Mais là, le contrôle ne va porter que sur les séjours ayant un seul acte, quel que soit cet acte, et donc va prendre cet acte quand il n'y en a qu'un seul et va du coup comparer vos nombres d'ICR déclarés dans le fichier 3 Aramis avec un calcul théorique du nombre d'ICR. Lorsque vous aurez des écarts, il va le signaler par soit quelques atypies sont constatées si vous avez moins de 10% des séjours avec un seul acte en écart, ou si vous en avez plus de 10%, il va vous indiquer le paramétrage de l'ASA est incorrect. Donc c'est un premier contrôle de base en fait sur la cohérence de vos ICR déclarés en fichier 3 Aramis. Ce tableau d'ailleurs, hein, juste pour information, il ne va pas être servi si vous n'avez pas renseigné du haut dans l'onglet DA pour vos SMT. Donc là, bon, on vous explique effectivement ce que ça veut dire, mais je viens de vous le dire, donc sur les 10%, et là, il y a un exemple. Sachez que tous ces cas de figure, hein, à chaque fois que vous avez quelques atypies où le paramétrage de l'ASA est incorrect, vous pouvez retrouver ce qui a conduit à ce résultat de contrôle dans Visual ENC, ce qui vous permet de corriger évidemment votre fichier. Je te laisse la parole, Nathalie, pour l'imputation en onglet 3SA et donc en fait, je voulais juste ajouter par rapport à ce que vient d'indiquer Marie sur les tableaux de contrôle 4, sur tous ces tableaux de contrôle radiothérapie, dialyse, aphérèse, où on contrôle que les séances sont rattachées à la bonne section et qu'ensuite les ICR sont bien déclarés. On n'a pas pu faire d'exemple cette année parce qu'on n'a pas encore l'exemple, mais il y a également à compter de cette année la possibilité de déclarer une SAMT d'endoscopie sur le même principe. C'est-à-dire plutôt que d'avoir une SAC accueillant les séjours, sur laquelle vous rattachez les séjours, et un plateau technique d'endoscopie, on a demandé à la TIH, parce qu'il y avait plusieurs établissements qui étaient dans le cas, d'avoir des services d'endoscopie très globaux et rencontrant d'énormes difficultés pour distinguer ces sections. Il y a possibilité de créer un plateau d'endoscopie, de rattacher les séjours sur ce plateau d'endoscopie et bien sûr de déclarer les ICR pour que les séjours rattachés au plateau récupèrent bien des charges au travers des unités d'œuvre de fichier 3 déclarées sur la SAMT endoscopie. Donc, on n'a pas pu vous sortir d'exemples puisque les établissements dans ce cas-là n'ont pas encore validé. Mais si vous êtes dans ce cas-là et si vous avez des questions sur justement ces problématiques, on pourra revenir dessus.
Et juste précision, pour ceux qui ne sont pas allés sur Visual ENC, en fait, Visual ENC, vous récupérez un fichier Excel où vous avez un onglet par tableau de contrôle 4 qui vous détaille séjour par séjour les différences entre ce que l'ATIH calcule à partir des actes renseignés au PMSI et retrouve par rapport à ce que vous avez renseigné dans vos fichiers 3 et 4. Et donc ressort la colonne des écarts. Donc on ne vous demande pas bien sûr de regarder l'ensemble des écarts, parce que parfois vous avez plusieurs centaines de dossiers, mais justement d'identifier si en regardant quelques dossiers, si vous retrouvez la problématique qui se rencontre avec par exemple un acte mal converti ou non converti, etc. Les imputations en phase de 3. Donc en fait, là on est parti des exemples où on repart des tableaux de contrôle qui vous ressortent le calcul des coûts unitaires. Donc vous retrouverez dans les webinaires précédents, puisqu'on en a déjà parlé, on a détaillé la méthodologie de calcul. On retrouve donc dans tous les tableaux numérotés 1, que ce soit le 5.1 pour les SAC, le 6.1 pour les SAMT, le 8.1 pour les LM et les LGG, on va retrouver à chaque fois le total des charges qui ont été ventilées en phase 3, sauf les montants facturés en sus, Spépharma facturable en sus, DMI facturable en sus et les produits sanguins labiles, en fait, sauf les trois natures de dépenses qui se doivent être d'être suivies à 98%. Donc, on retrouve ces charges nettes de la phase 3, plus les coûts de LM, qui sont ventilés sur les sections au travers des unités d'œuvre déclarées en fichier en onglet 7 dans votre fichier Arcane. Donc, vous avez une comparaison des charges qui sont ventilées entre 2021 et entre 2020, divisé par le nombre d'unités d'œuvre. Donc, pour les SAC, ça va être le nombre de journées. Pour les SAMT, ça sera le nombre d'unités d'œuvre déclarées en onglet DA. Et vous avez ainsi un calcul de coût journalier. Donc là, on a mis en exergue le cas où on aurait des sections avec des coûts journaliers évoluant de façon un petit peu bizarre, puisqu'on a des coûts qui augmentent pour une section et qui baissent pour d'autres. Donc l'idée, c'est de vous donner une piste pour vous dire comment aller regarder ce qui pourrait aller et ce qui pourrait être à corriger. Je vous invite beaucoup. Alors, si vous avez déjà votre fichier navette, que votre superviseur vous l'a envoyé, je vous rappelle que sur tous les tableaux 5.1, 6.1, 8.1, quand vous double-cliquez sur une ligne, n'importe laquelle, du tableau dans le fichier navette, ça va vous ouvrir une fenêtre qui va vous récapituler un premier pavé, les charges nettes ventilées en phase 3, et un deuxième pavé, les coûts ventilés des LM et des LGG. Donc ça peut être une aide supplémentaire par rapport aux outils ATIH, notamment quand vous êtes en V1 et que de toute façon, vous n'avez pas le fichier navette, mais dès lors que vous êtes sur les V2, vous avez cette aide supplémentaire dans le fichier navette. Sinon, vous avez donc dans un fichier qui n'est pas à proprement parler un tableau de contrôle HTML que vous récupérez, mais dans les zips que vous récupérez, vous avez un fichier qui s'appelle 017arc, dans lequel vous avez un onglet qui s'appelle 3SA, où vous retrouvez absolument toutes les ventilations par section, par compte, avec le compte et le numéro de compte, et avec les colonnes 2020-2021, qui vous permettent de retrouver vos écarts de ventilation sur les différentes sections. Donc là, si je reviens ici, j'étais sur des sections d'hématologie, où j'avais des variations un petit peu bizarres qui posaient question du coup sur les variations de ventilation de charge. Et là, on voit, alors, bon, vu la petitesse des chiffres, je me doute que vous ne voyez pas, mais vous pourrez revenir au support. En fait, on identifie assez facilement le compte qui avait des montants l'année dernière et qui n'en a plus, et qui du coup a créé une augmentation sur une des SAC. Donc, du moment que sur ce fameux onglet du fichier Excel dont je vous parle, du moment que vous créez un filtre et que du moment que vous paramétrez pour avoir un filtre dans votre onglet, vous allez pouvoir filtrer ou par section, ou par numéro de compte,
ou par grande variation dans la colonne, ça vous permet de faire pas mal de contrôle de votre phase 3 assez facilement. Donc là, on retrouve effectivement que sur ces imputations, on a des charges de PM extérieures qui n'ont pas été correctement ventilées et on va pouvoir ainsi détailler tous les contrôles à faire. Et effectivement, on voit que ce compte, il a été mal ventilé sur les sections qu'on avait identifiées, mais aussi mal ventilé sur certaines sections de radiothérapie. Donc là, on va avoir dans ce cas-là l'indication du superviseur qui va vous remonter ce point et vous demander de faire les corrections. On a la même chose, donc on ne vous a pas représenté le tableau 600, c'est exactement le même principe. On a la même chose sur les tableaux 8, sauf que quand vous êtes, donc toujours pareil, si vous êtes sur un fichier navette, vous allez avoir le double-clic qui va vous donner les ventilations phase 3. Et là, ça va être le total des charges. Mais comme on est sur des sections de LM et de LGG, les montants de charges qui sont renseignés dans le tableau 8.1 s'intitulent montant de charge net. Et ce n'est pas montant de charge net parce que c'est net de produit en atténuation, c'est montant de charge net parce que ce sont les charges qui restent dans la section après déduction des charges qui ont d'ores et déjà été déduites en phase 5 au titre des activités subsidiaires et cette année au titre éventuellement des MIG. Donc l'écart qui peut résider ici, ça va être non seulement de votre ventilation en phase 3, mais également par rapport aux évolutions de déduction en phase 5. Soit des évolutions en montant, soit des évolutions en nature, si vous n'avez pas déduit sur les mêmes sections de logistique pour une même nature de prestation. Donc là, on a pris un exemple sur une LGG SACG où on aurait une relativement forte augmentation des charges puisqu'on est à plus 20% sur nos évolutions de charges nettes. Et donc là, on retrouve le même principe de pouvoir remonter sur ce fameux fichier Excel qui vous permet de retrouver la phase 3, mais également un tableau de contrôle 178 qui va répertorier les évolutions des charges indirectes déduites selon les sections. Donc, on va retrouver pour chaque nature d'activité subsidiaire les charges indirectes. Donc là, on voit que comme on a filtré sur la SACG, on voit que effectivement sur l'activité, sur le total des activités subsidiaires, on a une baisse de notre déduction de 63 000 euros. Donc, on voit que sur cette section, ça a un petit peu influé, mais pas énormément. Donc, on a bien une variation en phase 3 où on voit qu'en phase 3, on a une augmentation de charge de 600 et on a quand même une déduction en phase 3 qui vient tempérer un petit peu cette évolution avec le fait que, bien que les charges augmentent de 600, il y en a une partie qui a été dévolue aux activités subsidiaires. Donc, c'est bien cette double analyse qu'il faut faire quand vous êtes sur vos recherches d'évolution de charges sur les LM et les LGG. Donc là, on voit que l'activité subsidiaire a joué un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, on remonte à la phase 3 en disant, bon, c'est pas mon activité, ma déduction en phase 5 qui a pu bouger mes charges. Donc, je remonte en phase 3, le même tableau que précédemment. Et là, on va s'apercevoir que les grosses évolutions en montant, donc là, on vous a fait un petit zoom, c'est en fait des évolutions sur la ventilation des charges des provisions CET. Et sur ces provisions CET, là, on va ressortir que les montants auraient dû être soit ventilés sur les sections, soit ventilés sur les SALP, et donc ressortir la correction à faire. Ensuite, on a laissé dans le support la présentation des imputations en atténuation phase 4. On va passer assez rapidement. En fait, donc, il y a un contrôle embarqué dans Arcane qui, celui-là, est assez simple, sur le fait que sur la phase 4, il faut que vous ayez déduit tous les produits.
sans générer d'écart négatif. Sachez juste que votre superviseur, quand il fait les contrôles, va, donc très souvent cet onglet il est correct de ce point de vue-là. Sachez que votre superviseur, lui, va s'attacher à la cohérence entre les natures de charges sur lesquelles vous avez imputé les produits. Notamment, est-ce que quand par exemple il y a des remboursements de frais de personnel, est-ce que vous les avez bien déduits sur l'ensemble des frais de personnel, PA, PM, PS, PM, etc. Quand vous avez des rabais, est-ce que vous êtes bien allé les ventiler sur toutes les sections et les déduire sur toutes les natures de dépenses justifiant d'un rabais, etc. Donc ça ne fait pas partie des contrôles embarqués de l'onglet 4, mais c'est des contrôles que va faire votre superviseur. Donc je vous invite à un petit peu contrôler ça de façon plus poussée. Sur les contrôles de l'onglet 5, donc l'onglet 5 va reprendre pour les différentes activités subsidiaires. Et ici, cette année, vous avez en plus certaines MIG, des MIG, mais pas toutes. Donc, on va aller regarder que les charges que vous déduisez en FAC 5 soient cohérentes avec la nature des produits. Je vous rappelle que sur les 3 sections où on vous a mis un petit 0 en vert, c'est parce que selon la méthodologie, on attend des marges nulles ou proches de 0. Donc c'est sur les redevances des praticiens, les rétrocessions de médicaments et les mises à disposition de personnel facturé. Sur les budgets annexes, ça va être la même chose, sauf quand vous avez des UO déclarés sur les SAMT en onglet 4, en onglet DA, puisque la méthodologie ne vous permet pas de déduire des coûts de plateau technique au titre des budgets annexes. On doit retrouver normalement en onglet 5 une petite marge qui doit permettre à ces budgets annexes de rembourser les coûts des plateaux techniques. Sur tout ce qui est prestations d'usagers accompagnants ou sur les autres ventes de biens et services, il peut être logique d'avoir une marge. Donc, ne vous pénalisez pas en minorant vos coûts de l'étude, en vous mettant systématiquement sur une marge à 0. La logique, c'est la réalité des coûts. Si vos coûts sont moins chers que les facturations, il est normal de dégager une marge. En groupement, on attend une marge normalement à 0, puisque les groupements sont normalement en transparence fiscale. On va être sur des structures juridiques de type GIE, GCS. Donc, normalement, on doit être sur des marges nulles. Donc là, on va de la même façon, sur les budgets annexes, aller vérifier que les charges que vous avez ventilées sont cohérentes avec les certificats administratifs que vous allez nous donner. Et on va aller vérifier que les natures de dépenses sont cohérentes avec les natures de charges. Sur les prestations accompagnant les repas, on va s'attendre à des prestations en restauration. Sur les prestations de téléphone, on va s'attendre à des coûts en DSI, etc. Donc ça, c'est des contrôles en général que va faire votre superviseur. Sur les groupements, bien souvent, là, il va vous demander un détail des flux sur ce que vous facturez au groupement pour analyser que tant les charges directes de la phase 3 que les charges indirectes en phase 5 sont bien cohérentes avec les montants que vous avez déduits. Et on va retrouver donc cette cohérence ensuite avec les cohérences NN-1 pour s'assurer que sur les mêmes natures de dépenses, vous avez des prestations qui sont à peu près cohérentes entre N et N-1. Donc s'il y a des variations, ces variations s'expliquent. L'année dernière, on avait mal ventilé, on avait mal analysé, ou notre superviseur nous a demandé de reprendre. Notamment, bien souvent, vous déduisez beaucoup sur les lignes autres dépenses de l'onglet 5 de chacune des prestations, alors que souvent, on vous demande de bien le répartir sur les différentes natures de dépenses des sections de logistique. Donc là, pareil, vous retrouverez un exemple qui vous donne une piste avec le fait que là, on identifie qu'on n'a plus du tout de charges directes, mais qu'on en avait l'année dernière, et la variation cohérente des charges indirectes sur le tableau de contrôle que l'on récupère sur cette analyse-là.
Donc là, un exemple de ce que va demander le superviseur. Et donc là, on était sur l'exemple où l'année dernière, on avait des charges directes. Le superviseur identifie en phase 3 que c'était des charges de PA et donc va vous demander d'aller vérifier vos charges de PA par rapport à l'année précédente. Donc voilà, et le fait que vos charges directes sont reportées sur le premier pavé de charge qui est en dessous directement des produits. Marie vous a rappelé tout à l'heure le fait que le taux de marge se calcule correctement si on a bien tous les produits remontés sur la partie haute de l'onglet 5, d'où l'importance de ne pas laisser en produits en atténuation des produits qui soient en fait des produits de facturation, de refacturation qu'il vaut plutôt remettre en haut. Donc cette année, sur cet onglet, on a en plus les MIG, notamment, donc là, on va retrouver les MIG pour lesquels vous aviez l'année dernière la possibilité d'imputer des charges directes en phase 3 qui ne sont plus imputables sur cette campagne. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, il faut aller imputer ces charges sur une des sections, enfin sur la section de logistique sur lesquelles les charges indirectes sont déductibles en phase 5. Donc, c'est très généralement les sections de logistique LGG et SACG qui ont un petit peu plus de lignes cette année. Vous allez imputer ces charges en phase 3 sur la logistique et vous allez venir les déduire de la logistique en phase 5 sur la colonne de MIG pour pouvoir retrouver ce compte pour lequel vous ne pouvez pas faire de déduction de ventilation directe en phase 3. Attention de ne pas doublonner vos déductions en phase 5 et les charges déjà imputées en phase 3 sur ces MIG. On a cette année 2 établissements qui ont fait l'erreur. Ensuite, très important parce qu'on a toujours un petit peu des soucis, c'est le rappel du traitement de la sous-traitance médicale qui doit vraiment devenir automatique. Donc, vous ne laissez en racine 611 que les produits enregistrant de la sous-traitance médicale avec une prestation complète assurée sur un équipement extérieur pour un patient hospitalisé. Donc, il n'y a aucun compte 611 qui ne doit traiter de je ne sais quoi, d'honoraires de CAC ou je ne sais quoi. Enfin, c'est vraiment que de la prestation médicale sur des patients. Et uniquement si l'examen est complet. Marie vous a rappelé tout à l'heure quand on était dans le cas de l'interprétation des actes. Dans ce cas, vous devez créer dans votre logiciel, dans votre découpage analytique, les sections d'imagerie qui correspondent à cette prestation. Notamment, les sections d'imagerie et de laboratoire sont obligatoires. Vous devez obligatoirement distinguer si vous avez du laboratoire nomenclature et hors nomenclature, parce que si tant est que vous suivez votre 611 en nomenclature et hors nomenclature, si vous ne créez pas 2 sections, vous allez avoir des incohérences sur vos tableaux 2.4 de taux de suivi. Ensuite, donc si nécessaire, vous devez créer votre ACP et vous allez paramétrer vos SAMT sous-traités en paramétrage de sous-traitant et vous devez obligatoirement les suivre en UO montant, à ne pas confondre avec l'UO valorisation euro. Ensuite, vous allez ventiler en phase 3 la totalité des 611 sur chacune des SAMT qui ont été créées pour chacun d'eux. Et c'est bien la totalité des 611 qui partent sur les SAMT. La distinction sur les bénéficiaires ne se fait pas sur la ventilation en phase 3, mais sur les UO que vous allez déclarer en onglet DA. Ou si vous avez des UO pour les MIG, si vous avez des UO pour les externes, c'est dans cet onglet DA que vous allez les déclarer, donc bien sur votre colonne de la SAMT, sur les différentes lignes de bénéficiaires. Pour vous auto-contrôler si le traitement est correct. Et vous devez avoir le total de vos UO de l'onglet DA. Puisque vous suivez en montant, votre total doit être égal au montant de votre compte de sous-traitance. Donc, pour vous contrôler, normalement, dans le tableau de contrôle 6.1, votre coût unitaire, si vous avez bien travaillé, votre coût unitaire est à 1. Et vous devez suivre donc vos UO montants en fichier 7,
puisque c'est un montant, c'est une nature de dépense, et ça n'est pas une UO métier. Donc, les SANT sous-traités suivis en montant ne sont pas suivis ni en fichier 3 ni en fichier 4, mais uniquement en fichier 7. Donc là, on vous a repris les paramétrages sur là où vous devez déclarer en sous-traitance et en montant. Et là, on vous a repris un exemple avec le fait que là, on a une radiologie suivie qui a été déclarée en ICR et donc forcément qui va créer des anomalies. Donc là, on vous a listé les diverses anomalies et les corrections à réaliser. Donc bien sûr, comme vous avez un suivi en montant, vous avez une déduction en phase 6 du montant suivi au séjour. Donc vous retrouvez vos SAMT correctement en onglet, en tableau de contrôle 2.1 pour la correspondance suivi au séjour déduction en phase 6, onglet 6, et 2.4 sur le taux de suivi qui est attendu. Ensuite, les onglets 7 champs et 7 logs, la cohérence entre les onglets. Donc, on retrouve encore quelquefois des problématiques sur des onglets qui ont l'air corrects mais qui ne sont pas corrects du fait d'un manque de cohérence. Parce que effectivement, dans le classeur Arcane, si vous avez déclaré 150 UO avec en onglet 7 champs, 100 UO sur les sacs et 50 sur les SANT, si en onglet 7 log vous avez bien ventilé vos 150 UO, l'onglet ne ressortira pas en anomalie, même si vous n'êtes pas sur les champs corrects. Donc, il faut bien que vous alliez regarder votre tableau de contrôle 1.7.12 qui, lui, va vérifier ces écarts entre les onglets 7 champs et 7 logs. Donc, il faut que vous vérifiez que si vous avez corrigé un libellé du haut, parce que vous ne suivez pas l'UO qui est attendu, que vous fassiez bien votre correction de libellé sur les deux onglets, 7 champs et 7 logs. Et si par sous-totaux de section d'un champ, vous n'êtes pas correct, vous allez le voir ici, c'est-à-dire qu'il faut bien que vous ayez pour chacun des champs, donc là on a mis les sacs SSR, on a mis des plateaux SSR, etc., mais on a exactement la même chose sur les sacs MCO, les SAMT, MCO et le hors-champ SSR et le hors-champ HAD. Il faut bien que les UO de l'onglet 7 champs et du 7 log ne soient pas en écart. Donc, on va le vérifier systématiquement parce que sur les LM et sur l'hôtel hospitalier, l'hospitalisation temporaire, l'hospitalisation temporaire non médicale, pardon, parce que sur ces sections-là, cette ventilation en onglet 7 log est obligatoire. Et si vous renseignez en onglet 7 log les LGG facultatives, faites bien ce contrôle aussi pour vous assurer que la répartition est bien correcte. Donc là, on a repris un exemple où en fait, on a un poste informatique d'écart sur des sections, mais le plus souvent, les écarts vont avoir sur le MCO vont être un petit peu entre SAC et SAMT et beaucoup sur le hors-champ, c'est-à-dire qu'on va aller imputer des UO sur des sacs SSR alors qu'on est en hors-champ SSR, etc. Donc, bien faire cette correspondance et bien faire la correspondance des libellés. Parce que souvent, en dernière validation, il reste des petites choses comme ça sur des libellés qui ne sont pas corrects. Donc là, je reviens assez rapidement parce qu'on a insisté plusieurs fois sur le précédent webinaire et déjà aujourd'hui sur les coûts journaliers des sacs. Donc, rappel, on a donc nos coûts journaliers qui sont analysés sur le tableau 5.1 où on va avoir donc nos ventilations de charge et nos ventilations de coûts unitaires qui résultent de nos ventilations du haut. Dans ce tableau 5.1, on va avoir également cette fois-ci les comparaisons à la référence ENC. Donc, vous le savez, on l'a rappelé dans les premiers webinaires, il va y avoir des atypies qui vont ressortir en fonction des pourcentages de variation, avec des pourcentages N, N-1 et ou pourcentage à la référence, qui vont remonter en atypie si le volume des charges des sections présentant ces pourcentages est suffisant pour être analysé comme une atypie.
Donc là, on a repris un exemple, en fait. Donc ici, on n'a pas de variation. Pardon, je pensais avoir mis en silencieux. Donc, on n'a pas des variations qui, a priori, seraient très, très importantes, puisqu'on est sur des variations qui restent en dessous de 25%. Par contre, on a pour 3 sections des variations, des écarts très significatifs par rapport à la référence. Donc là, on a par exemple une chirurgie ambulatoire qui est très cohérente à N-1, mais qui est bien supérieure à la référence. On a une unité de soins continus qui présente une augmentation de 24%, mais qui, ce 24%, l'amène en atypie à la référence. Et on a une salle de maternité avec, de la même façon, une variation significative qui l'amène à être quand même, de façon maintenant significative, en écart à la référence. Donc ici, on retrouve nos charges, mais on peut avoir bien sûr un effet volume de nos journées. Donc, il va falloir aller regarder si on comprend les charges par rapport au volume d'activité qu'on a, de variation entre l'année 2020 et l'année 2021. Là, en l'occurrence, on voit que notre ambulatoire, les charges vont augmenter. Mais effectivement, sur notre ambulatoire, on est plutôt avec une activité qui a baissé, puisqu'on a des entrées et des journées qui ont baissé. Donc, c'est cet effet conjugué de l'augmentation des charges et de la baisse de l'activité qui a l'air de poser question et qui va poser question pour votre superviseur. Donc là, on va retrouver donc ces questions-là avec le superviseur qui va vous dire, bon, mais il y a surtout un effet prix avec le fait que vous avez augmenté vos charges et donc du coup, augmenté vos coûts unitaires alors même que votre activité diminuait. Donc là, même analyse sur la maternité, même analyse. Donc, on retrouve, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le tableau qui permet de retrouver la ventilation des charges, le tableau qui permet de retrouver la ventilation des LM. Donc là, vous allez pouvoir retrouver ici les détails qui vous permettent de retrouver comment sont calculés les montants qui sont là. Donc, on va passer assez vite, c'est juste pour vous donner des exemples pour les retrouver. Et ça, c'est l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure sur le double-clic de la ligne qui vous permet directement sur le contrôle embarqué dans le fichier navette de retrouver d'où viennent ces différents éléments. Donc, tout ceci pour vous dire que ça vient aussi en complément des premiers tableaux qu'on avait expliqués dans les premiers webinaires où on vous a détaillé dans les tableaux 5, les tableaux 5.4 qui détaillaient la décomposition des coûts entre personnel et puis sur le personnel entre PS, PA, PM, sage-femme, PI. Et puis sur les charges médicales qui détaillaient ensuite les spé pharma, les DMI, les consommables médicaux et les coûts de matériel, etc. Donc tout ceci vient en complément de ces premières analyses pour vous aider dans ces analyses de coûts journaliers pour retrouver ainsi voilà, les différents tableaux qu'on avait bien détaillés la dernière fois pour vous permettre de retrouver comment analyser ces coûts journaliers de SAC et de la même façon de SANT. Donc l'objectif n'est pas que vous remettiez les mêmes charges que l'année précédente, bien sûr pas du tout, mais que vous indiquiez par rapport aux charges qui sont en augmentation et qui ont été identifiées, s'il y a une vraie cause d'augmentation et donc une justification et un apport une explication à apporter que nous, on va pouvoir renseigner au rapport de supervision pour indiquer que les charges sont correctement ventilées. Cette année, on avait anticipé une progression de l'activité, on avait recruté 2 sages-femmes de plus pour la maternité et les accouchements n'ont pas été au rendez-vous. Donc, ça a augmenté notre coût de maternité, mais le personnel était bien là et bien ventilé sur la bonne section, ou au contraire, apporter des corrections si vous devez en apporter.
À chaque fois, les questions du superviseur n'ont pas vocation à vous dire refaites comme l'année dernière quand vous avez des variations par rapport à l'année dernière. Donc sur les SAMT, on va retrouver la même chose avec donc des coûts unitaires qui vont être en variation significative ou pas par rapport à N-1 et par rapport à la référence. Donc là, on a des variations de 8 à 76%. Donc celle qui va poser question, ça sera bien sûr la SAMT urgence, puisqu'elle a une forte augmentation des coûts et que cela lui conduit à avoir un écart important par rapport à la référence. Très généralement, quand les écarts portent sur des sections d'urgence, on va à ce moment-là bien souvent aller contrôler toutes les sections du secteur, c'est-à-dire on va aller regarder si vous n'avez pas fait de variation entre l'UHCD, ou différents UPATU ou SMUR si vous avez, aussi des SMUR. Donc là, de la même façon, je passe très très vite. Donc on constate cet écart. Donc l'écart, on va aller regarder si on a une forte variation des UO. Donc on va retrouver ces UO dans le tableau 6.2. Je vous rappelle que les UO du tableau 6.2, c'est l'ensemble des UO déclarés en onglet DA. Ensuite, on va aller regarder le tableau 6.3 pour regarder si les UO que vous avez mis sur les bénéficiaires du champ MCO sont cohérentes par rapport à l'année précédente. Et une fois qu'on va aller regarder ça, bah, pareil, on va aller regarder vos variations de charge. Juste précision, parce que j'ai eu le cas récemment, mais on avait déjà fini le support du webinaire. Attention, je vous parlais des SAMT du secteur urgence. Quand vous êtes dans les tableaux de contrôle 6, vous retrouvez bien les SMUR qui se déclarent cette année sur les MIG de mémoire Q21, Q23. Vous les déclarez bien sur des MIG, mais vous déclarez bien des UO et vous suivez bien vos UO en fichier 3, on l'a rappelé dans les premiers webinaires. Si vous déclarez correctement, vous allez retrouver votre SMUR dans les tableaux de contrôle 6. J'ai eu récemment un établissement qui a déclaré son SMUR en SAMU et là, on a perdu l'intégralité des charges, c'est-à-dire que la quote-part des charges du SMUR qui serait revenue sur les GHM du champ MCO au travers des UO de fichier 3 sur les patients arrivés en mode d'entrée SMUR dans l'établissement et ayant été hospitalisés, ont totalement été perdus puisque le SAMU n'est pas du tout suivi de la même façon et que c'est une MIG et que l'ensemble des coûts de cette MIG sont sortis des coûts de l'étude. Donc faites bien attention à ce paramétrage. Et là, par contre, si c'est bien paramétré, si vous avez mis votre MIG en correspondance, vous allez bien retrouver votre MIG dans les tableaux 6 de SAMT, même si dans l'esprit, pur esprit, ce n'est pas vraiment une SAMT. Voilà ce que je voulais vous redonner comme piste d'analyse des coûts unitaires des SAC et des SAMT en complément des webinaires précédents où on avait déjà pas mal détaillé les informations que vous avez en tableau de contrôle. Donc maintenant, je passe la parole à, je ne sais pas qui a pu avoir les questions éventuelles ou pas. Il n'y a pas eu de questions du tout Alors, écrites, en tout ouais. cas, hein. Voilà, j'ai pas vu de questions, mais on va donc, en tout cas, voilà, je voulais déjà vous remercier toutes les deux pour ces brillantes exposés. Effectivement, donc les personnes qui sont connectées, donc on a une demi-heure ensemble pour que vous puissiez poser vos questions donc sur le module QR. Donc effectivement, Marie, si je dis pas de bêtises, on n'a pas encore de questions qui sont Non. arrivées. Donc voilà, on va vous laisse le temps de vous échauffer vos petits doigts sur les claviers pour. Je crois que d'ailleurs, vous pouvez alors j'en sais rien si c'est possible là, mais il me semblait que vous pouviez leur donner carrément la parole, non? Leur ouvrir leur micro.
à ceux qui voudraient parler? Ah bah, on